Elle est enfin partie. A craché ma fille, le visage éclairé par le reflet d'un verre qu'elle levait à ma mort. Incroyable. C'est insensé. Jamais je n'aurais imaginé une telle noirceur. Je l'observais à travers le grain d'un écran volé dans un motel miteux, mon corps encore meurtri par le crash qu'elle avait elle-même orchestré. Élodie pense avoir hérité de millions et s'être enfin libérée de sa mère, vieux jeu. Mais elle a oublié une chose, ma carrière d'enquêtrice à l'AMF. J'ai répertorié chaque acte de sabotage, photographié chaque preuve, et maintenant, je suis un fantôme avec une dette à percevoir. La traque ne fait que commencer. Écoutez jusqu'à la fin pour découvrir comment j'ai réglé mes comptes. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de mon voyage vers la justice. Le carburant d'aviation a le goût du cuivre et de la foudre froide. C'est ma première pensée cohérente. Pas « où suis-je » ni « suis-je en train de mourir ?» mais une classification clinique, détachée. Mes poumons hurlent alors que j'aspire une bouffée d'air glacé des montagnes. Et ma vision fait une chose qu'elle n'avait jamais faite en 68 ans d'existence. Elle se fragmente. Le massif des Vosges m'apparaît par morceaux. Un fuselage argenté, des pins pulvérisés, une longueur de câblage levée dans les broussailles comme une créature autrefois vivante. Je ne crie pas crier est une corruption de données. Au lieu de cela, je compte mes battements de cœur. 1, 2, 3, 4. Un audit rythmé en 4/4 de ma propre survie. Comme je l'ai toujours fait, comme mon père me l'a appris avant que je ne comprenne que ce qu'il m'enseignait réellement, c'était la discipline. Le silence de la forêt vosgienne est la chose la plus lourde que j'ai jamais entendue. Il pèse sur la scène comme l'épreuve pèse sur un coupable. Implacablement, sans compassion. La seule interruption est le cliquetis du métal qui refroidit, le fuselage se contractant comme un corps exhalant son dernier soupir. Je m'arrache au siège du pilote. La console s'est repliée vers l'intérieur, et son bord tranchant trouve mon avant-bras avant que je ne le voie. Je sens l'entaille propre, chirurgicale, accidentelle, et je regarde le sang rendre ma prise glissante sur la coudoir. Ma main ne lâche pas. J'en prends note comme je prends note de tout, lacération, avant-bras gauche, non structurel, gérable. Je m'extirpe enfin, et le siège me libère avec un gémissement d'aluminium tordu. Je touche terre sur un genou. Des aiguilles de pin s'enfoncent dans ma paume. L'odeur est partout, kérosène, isolant calciné. Sous tout cela, le parfum froid et indifférent de la forêt. Je suis la seule chose vivante dans ce cimetière de fils électriques et d'orgueil démesuré. Je suis vivante. C'est la première ligne du nouveau dossier. La raideur dans mon épaule gauche s'enregistre comme une défaillance mécanique, pas structurelle. Je la fais pivoter 2 fois, une évaluation lente et délibérée, et je catalogue le résultat. Coiffe des rotateurs probablement froissés, pas de déchirure. Les côtes de mon côté droit lancent avec une certitude profonde et satisfaisante qui suggère une contusion plutôt qu'une fracture. Je een spijter, je blokwo, je relcha. Rien ne craque. Bien. Mes mains bougent avant que mon esprit ne l'approuve pleinement. Elles tapotent les poches extérieures de ma veste avec l'efficacité de la mémoire musculaire, trouvant ce dont elles ont besoin, l'appareil photo numérique, intact. La montre tactique, rayée mais fonctionnelle. L'ordinateur portable crypté dans sa sacoche rembourrée, toujours calé dans le sac sous mon siège. Ma colonne vertébrale se redresse d'elle-même, 40 ans de travail de terrain pour les accoder dans mes vertèbres. Et je me tiens debout au milieu des débris. Je ne cherche pas encore de sortie. C'est l'erreur de l'amateur, la première impulsion de fuir, de chercher la sécurité, de laisser l'adrénaline prendre les décisions. J'ai vu cela ruiner une centaine d'enquêtes. Au lieu de cela, je cherche le « pourquoi ». Le champ de débris s'évase devant moi dans la lumière tamisée du matin, et mes yeux le parcourent comme ils parcourent un bilan comptable, systématiquement, de gauche à droite, de haut en bas, signalant les anomalies. La plupart des gens verraient une tragédie. Moi, je vois des entrées qui ne concordent pas. L'appareil a frappé la lisière des arbres avec un angle faible, un impact à basse vitesse, incohérent avec un vol contrôlé standard contre le relief. Le motif de combustion du carburant est asymétrique. Le taux de descente impliqué par les dommages raconte une histoire bien différente du plan de vol que j'avais déposé. Les chiffres ne collent pas. Je sors l'appareil photo. Je le trouve près de la section du nez sectionné, à moitié enfoui dans un berceau de branches d'épicéas broyées,
Le panneau du capteur de l'altimètre. Il repose à un angle qui semble presque paisible, de la manière dont l'épreuve semble presque toujours paisible avant que l'on comprenne ce qu'elle raconte. Je m'agenouille dans la terre et je m'approche, mes yeux gris d'acier faisant le travail que mes lunettes font d'habitude. Le panneau n'a pas simplement failli. Il a été préparé. La différence est la même qu'entre une crise cardiaque et un empoisonnement, et j'ai passé ma carrière à apprendre à les distinguer. Des micro-rayures entourent les vis de montage, des stries latérales et peu profondes, le genre que l'on obtient quand quelqu'un utilise un outil dans un espace exigu, en tournant avec un angle bizarre, en travaillant vite. La signature, distincte d'une intervention manuelle. J'ai déjà vu cela sur des compteurs sabotés dans 3 affaires distinctes de fraude à l'assurance. Je l'ai photographié. J'ai témoigné à ce sujet. J'ai vu des hommes partir en prison pour des rayures pas plus larges qu'un cheveu humain. Mon souffle se bloque. Juste une fois, juste une seconde, le calme de l'auditeur se fissure légèrement. Ce n'était pas un impact d'oiseau. Ce n'était pas une canalisation gelée ou un capteur défaillant en altitude. Quelqu'un a plongé la main dans la gorge de cette machine et l'a étranglée. Quelqu'un qui en savait assez pour être dangereux, mais pas assez pour être invisible. Ma cuore se contracte. La trahison s'installe dans mes tripes froides, denses, plus lourdes que mes côtes froissées et je la reconnais pour ce qu'elle est. Pas de la surprise. Pas du chagrin. Pas encore. Ce sont des émotions pour ceux qui n'ont pas passé 40 ans à observer ce que les êtres humains peuvent se faire de pire pour de l'argent. Ce que je ressens, c'est le poids propre et clarifiant de la certitude. Ce n'était pas un accident. C'était une liquidation d'actifs. Mes mains sont stables. J'ai toujours été fier de cela, cette immobilité. En 26 ans à l'administration fiscale et une autre décennie à traquer les fraudes financières, mes mains n'ont jamais tremblé en photographiant des preuves. Elles ne tremblent pas maintenant. Je lève le Nikon. Clic, les numéros de série altérés, figés dans l'ambre numérique. La date de fabrication sur le panneau, qui dira au garage quelque chose de très spécifique quand je ferai mes recoupements. Clic, le câblage roussi qui contourne le circuit de sécurité, une modification qui aurait été invisible lors d'une inspection pré-vol standard, car elle était conçue pour l'être. Celui qui a fait ça comprenait la liste de contrôle des inspecteurs. Il a travaillé autour. Je documente la scène avec la même intensité froide et prédatrice que j'ai utilisée pour démanteler une pyramide de Ponzi en 2009, laquelle avait englouti les économies de 400 familles. Cette affaire m'avait pris 11 mois, 6 assignations à comparaître et une tentative d'agression dans un parking. Je n'ai jamais arrêté. Je n'ai jamais douté. J'ai photographié chaque reçu, chaque virement, chaque signature forgée avec ces mêmes mains stables. Le matin vosgien filtre à travers la canopée en entrée dorée, et la lumière accroche les éclats d'argent de l'épave avec une beauté presque absurde. Je ne l'aperçois pas comme belle. Je l'aperçois comme une illumination. Je ne laisse aucune empreinte dans la terre meuble près du panneau. Je m'accroupis sans poser le genou. J'enveloppe le capteur dans le chiffon microfibre que je garde plié dans ma poche intérieure, une force de l'habitude du travail de terrain, où l'on apprend que tout ce que l'on touche devient une partie de l'histoire et je le glisse soigneusement contre ma peau, là où il repose contre l'alliance en or que je porte à une chaîne, près de mon cœur. Première entrée. Nouveau grand livre. L'audit est ouvert. J'ai dirigé des opérations de terrain dans des zones hostiles, des ports isolés aux propriétés privées les plus sombres. Je sais comment les secours réfléchissent. Ils travaillent à partir de la dernière position connue en une spirale concentrique, frappant d'abord les routes parce que c'est là que vont les survivants. C'est là que vont les survivants paniqués. Je ne suis pas paniqué. J'évite les pistes forestières. Les balises de détresse feront biper ces couloirs en priorité, et chaque personne payée par l'État qui me trouverait dans les 48 prochaines heures représenterait une variable que je ne pourrais pas contrôler. Ma présence, ma survie, mes preuves, tout cela deviendrait sujet à une chaîne de possession que les avocats d'Élodie pourraient contaminer en une journée. Je l'ai vu arriver. J'ai mené des poursuites qui se sont effondrées parce qu'un gendarme bien intentionné avait mal manipulé une scène de crime. Je ne peux pas me permettre d'être sauvé. Je me déplace avec un but mesuré et silencieux. Ma démarche dans les sous-bois est un frémissement de fantôme, le poids sur la plante du pied, de la pointe au talon, minimisant le craquement du bois sec. Chaque son que je produis est une variable que je calcule et minimise. Mon compas interne a été calibré par des années d'audit de terrain dans des territoires qui ne voulaient pas de moi.
La forêt est hostile de la manière dont seule la nature peut l'être, indifférente, vaste, réellement peu concernée par mon sort. Mais j'ai toujours été plus performante quand l'environnement est mon adversaire. Le départ du sentier est à 5 kilomètres à l'est. Je le sais parce que j'ai étudié les cartes topographiques de cette région avant même de monter dans cet avion. Connais ton terrain. Mon père, qui a passé 30 ans comme serrurier, m'a appris que la première clé de toute serrure est de connaître la forme de l'espace dans lequel on travaille. Mes bottes trouvent la terre meuble, humide d'aiguilles de pin et de la rosée de la nuit. La blessure à mon avant-bras a coagulé. L'épaule gauche lance avec une persistance sourde et rythmée, et je respire à travers la douleur. J'ai 68 ans, je saigne, et je suis traquée. Je n'ai jamais été aussi certaine de mon chemin. L'hôtel du Relais est une croûte parsemée de néons au bord de la nationale, le genre d'endroit qui perd lentement son combat contre le temps depuis la fin des années 80. L'enseigne « Chambre libre » clignote dans un bleu qui a décoloré vers le gris. Le parking est fendu d'une crevasse comme une ligne de faille, et le hall sent le nettoyant industriel. Le café est vanté et cette désespérance particulière des gens qui ont besoin d'être quelque part qui ne soit nulle part ailleurs. Je l'adore immédiatement. Je glisse 3 billets de 20 € humides sur le comptoir en stratifie du liquide, encore un peu poisseux à cause du sang que j'ai nettoyé dans le ruisseau. Je laisse mes cheveux poivre et sel retomber sur mon visage comme un rideau protecteur, un effet que j'ai peaufiné durant la dernière heure. Je garde le menton bas, la voix monocorde et lasse. Cela ne demande aucun effort de jeu, je suis épuisé. Mais je fonctionne avec une précision que même l'épuisement ne saurait entamer. L'employé ne lève pas les yeux de son téléphone. Il doit avoir 22 ans, porte un sweat à capuche avec un logo de jeu vidéo que je ne reconnais pas. Pour lui, je ne suis qu'une voyageuse de plus, usée par la route dans ma veste anthracite. Il me tend la carte magnétique sans même me demander mon nom. Je marche vers la chambre 14, tout au bout de l'allée, loin de la route, loin de la machine à glaçons. Je referme la porte derrière moi et tire le verrou d'un seul geste. La pièce est sombre, imprégnée d'une odeur de tabac froid et d'eau de javel industrielle qui a échoué à masquer le reste. La moquette est d'un brun si indéterminé qu'elle a pu être d'une toute autre couleur à l'origine. Le couvre-lit arbore un motif manifestement conçu pour dissimuler la moindre tache. Je pose mon sac sur la chaise du bureau et fais l'inventaire de la pièce en 30 secondes. Une fenêtre, orientée à l'est. Une porte. Pas de chambre communicante de ce côté. Depuis le parking, l'angle de vue ne permet pas de voir la fenêtre à hauteur du bureau. Un sanctuaire. Pour la Direction générale de l'aviation civile, pour la gendarmerie et pour ma fille, Geneviève Beaumont est morte. Elle a péri à plus de 1000 mètres d'altitude dans la noirceur des pins vosgiens, et l'épave racontera l'histoire d'un tragique accident d'avion privé. Ici, dans la lueur blafarde d'une ampoule de 60 watts, le fantôme commence son œuvre. L'ordinateur s'ouvre sur les ténèbres, puis sur la lumière, une machine de pointe avec un cryptage de niveau militaire que j'avais configuré l'année de ma retraite, sachant dans un coin analytique de mon esprit que mon repos ne serait pas de tout repos. Elle repose dans mon sac d'urgence aux côtés d'un téléphone prépayé, de 2 changes, d'une trousse de premier secours, de 3000 € en petites coupures et d'une clé USB contenant le début de tout ce qu'Élodie ignore que je sais. Mes doigts trouvent le clavier. Le tapotement rythmique commence sans même que je le décide. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, le métronome qui cadence mes pensées les plus claires. Je force le pare-feu du système de sécurité du domaine des Beaumont en 11 minutes. Il m'en avait fallu davantage la première fois, il y a 6 mois, quand j'ai commencé à soupçonner que les changements, accidentels, sur mes bénéficiaires d'assurance n'avaient rien de fortuit. Le flux vidéo de surveillance s'anime en une grille de tuiles sur mon écran. J'affiche le salon principal, cette cathédrale minimaliste de verre et d'air froid qu'Élodie appelle sa maison. Des baies vitrées du sol au plafond. Des meubles suédois qui coûtent plus cher que la voiture de la plupart des gens. Des lys blancs onéreux dans un vase dont je suis presque certaine qu'il s'agit d'un véritable cristal de Lalique. C'est stérile, coûteux, et actuellement chargé de l'électricité invisible d'une femme qui se croit victorieuse. J'ai passé ma carrière à chercher ce que les gens cachent dans leur cave. Aujourd'hui, j'observe le grand salon de mes propres funérailles. Je tapote le bureau 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4. J'attends. Elle entre par la gauche du cadre. La reconnaître est un choc glacial, même après tout ce temps, même en sachant ce que je sais, sa vue transporte encore quelque chose qui n'est pas tout à fait de l'amour,
pas tout à fait du chagrin, mais qui réside dans la même zone sombre que les deux. Élodie a 42 ans et l'air « cher », de la même manière qu'une contrefaçon semble authentique. De loin, c'est convaincant. De près, avec l'œil exercé, on voit les coutures. Elle porte une soie Max Mara d'un ivoire chaleureux qui passe magnifiquement à l'image, je ne doute pas qu'elle y ait pensé, et ses ondulations châtain sortent d'un brushing professionnel, chaque boucle retombant avec la précision d'un décor de théâtre. Ses yeux noisettes brillent d'une humidité de façade qui scintille sous les spots encastrés. Cette émotion n'atteint jamais ses pupilles. Elle ne l'a jamais fait. Elle se dirige vers le bar avec la confiance langoureuse de celle qui a déjà écrit la fin. Elle lève une flûte en cristal, du Bicard Salmon, je note, un champagne à 60 € le verre qu'elle refusait autrefois d'ouvrir parce que c'était du gâchis. Et porte un toast à la pièce vide. À une longue et paisible retraite, mère, murmure-t-elle. Les mots s'enfoncent dans ma poitrine comme un coupe-papier. J'observe le mouvement de ses lèvres autour de ce toast, la légère inflexion ascendante à la fin du mot « mère », qui est, je le comprends maintenant, son signal, le tic vocal qui surgit lorsqu'elle joue la comédie pour elle-même, se félicitant d'une transaction réussie. Elle y croit totalement. Elle m'a classé dans les dossiers clos, m'a conjugué au passé, et a tourné la page avec l'efficacité brutale d'une femme qui a des factures à payer. Sa sociopathie est une tache visible une fois qu'on sait la repérer. Et cela fait 6 mois que je l'observe, que je l'étudie vraiment. Ce sourire hollywoodien éclatant. Ces larmes qui apparaissent sur commande et s'évaporent dès qu'elles ne sont plus utiles. La façon dont elle lisse sa jupe lorsqu'elle dissimule quelque chose. J'ai passé ma vie entière à regarder les gens cacher des choses. Depuis le vide numérique, dans une chambre de motel miteuse qui sent le vieux tabac, mes propres lèvres s'étirent en un sourire serré et sans joie. Elle pense m'avoir liquidé. Elle a oublié que c'est moi, l'architecte. Je quitte le flux en direct pour plonger dans les données profondes. Le champagne peut attendre. Pas l'épreuve. Mes doigts trouvent leur rythme et le travail médico-légal commence comme il commence toujours. Par l'argent, car l'argent est la seule chose qui ne mente jamais. Les gens mentent. Les motifs mentent. Les relations mentent avec une éloquence à couper le souffle. Mais un virement bancaire à 11h47 un mardi matin n'a pas d'alibi. J'ai bâti ce dossier pendant 6 mois, dans les interstices de ma vie publique, les dîners mondains, les conseils d'administration d'œuvres caritatives, les apparitions d'une femme vieillissant sereinement. Tandis qu'Élodie jouait le rôle de la fille attentionnée, je tirais discrètement sur les fils. Les sociétés écrans qu'elle pensait opaques sont, à mes yeux, d'une lisibilité embarrassante. Des noms de SCI qui partagent le même agent domiciliataire. Des comptes numérotés qui transitent par une structure holding au Caïmans, sophistiquée pour 2015, mais évidente aujourd'hui. J'ai démantelé bien pire. J'ai un jour traqué un réseau de fraude à travers 11 pays en 9 mois, depuis un bureau de campagne avec une imprimante qui bourrait toutes les 3 pages. La dette de 2,5 millions d'euros envers un prêteur prédateur saute aux yeux comme de l'encre rouge sur un grand livre blanc. Le taux d'intérêt est punitif, le genre de taux qui signifie que le prêteur s'attendait à saisir le gage. Et le gage, enfoui dans une clause subordonnée d'un contrat de prêt qu'Élodie a signé dans ce que j'évalue comme un moment de panique pure, c'est le domaine des Beaumont. Ma maison. La maison de mon mari. Je remonte le fil des virements, en avant et en arrière dans le temps, avec la patience méthodique d'un chirurgien. Et là, signalé, enregistré, daté de 3 jours avant mon vol, se trouve un paiement de 15 000 € provenant de l'un des comptes écrans d'Élodie vers un nom que je ne reconnais pas. Un prestataire de maintenance indépendant, domicilié dans une boîte postale à Strasbourg. 15 000 €. Pour un homme qui travaille sur des avions. Je reste immobile un instant, fixant l'entrée. Une piste de miettes laissée par une amatrice désespérée qui comprenait les plans immobiliers mais qui a oublié que les experts comptables judiciaires sont formés pour lire une architecture bien différente. Je photographie l'écran. Je sauvegarde les fichiers dans 3 emplacements cryptés distincts. J'enregistre l'entrée dans mon nouveau grand livre, de façon nette et précise, en lettres capitales comme sur un reçu. Solde d'ouverture, une vie. Passif actuel, tout ce qu'elle possède. Je tends la main vers mon café noir, devenu froid quand l'angle de caméra change sur mon second moniteur, et je la vois. Camille. Elle est à l'arrière-plan du salon, au bord du cadre, positionnée derrière le canapé comme si elle essayait d'occuper moins d'espace qu'elle n'en possède réellement dans le monde. Elle a 22 ans, et ce soir,
Elle semble plus jeune, repliée sur elle-même, les coudes sur les genoux, les yeux rougis par une fatigue spécifique. Celle de quelqu'un qui a pleuré pendant des heures et n'a plus assez de force pour le chagrin qui fait du bruit. Elle tient le stylo plume. Le vieux Mandblank avec la plume en or que je lui ai offert pour ses 16 ans, celui que j'utilisais pour signer mes lettres de recommandation avant ma retraite. Je lui avais dit alors qu'un bon stylo était un outil, qu'une signature était une promesse, que l'acte physique d'apposer son nom sur quelque chose signifiait qu'on devait l'assumer. Je la regarde le faire tourner lentement entre ses doigts, comme elle le fait toujours quand elle réfléchit intensément à quelque chose qu'elle ne peut pas encore articuler. La douleur qui me traverse n'est pas l'endolorissement sourd et gérable de mes côtes ou de mon épaule. C'est un coup sec, net, bilatéral en pleine poitrine, le genre de douleur qui contourne toutes les défenses professionnelles que j'ai jamais construites pour frapper directement là où je n'ai pas d'armure. Elle me pleure. Elle croit que je suis morte. J'avais calculé cela comme une variable nécessaire, une condition temporaire, un coup tactique. Je le comprenais dans l'abstrait. Mais la voir assise là, dans cette maison de verre et d'air froid, serrant mon stylo comme s'il était le dernier morceau de moi restant au monde. Ma main s'abat à plat sur le bureau. Immobile. Le tapotement s'arrête. Le grand livre change. Ce n'est plus seulement une affaire de fraude financière et de tentative de meurtre, avec ses satisfactions d'enquête, de preuves et de châtiment. Tout cela reste vrai. Tout cela sera poursuivi jusqu'à son terme. Mais le centre de gravité a basculé. Je ne fais plus cela pour équilibrer les comptes du crime d'Élodie. Je le fais pour arracher Camille à cette pièce où le chagrin l'a enfermée. J'ouvre un nouveau canal crypté, une architecture de messagerie qui transite par 5 nœuds et qu'une équipe fédérale mettrait 3 semaines à tracer, et je tape avec 2 doigts. L'aigle s'est posé dans la boue. La réponse arrive en 40 secondes. J'en attendais 60. Confirmé. En attente. Je pensais que tu étais réellement passé de l'autre côté cette fois. C'est Marc Vasseur. Radié du barreau en 2019 après que j'ai refusé de classer un rapport qui aurait ajouté l'évasion fiscale aux charges qui l'accablaient déjà. Il avait commis une erreur catastrophique dans une carrière par ailleurs compétente et discrète. Et j'avais pris une décision non par pitié, je ne fais pas dans la pitié mais stratégique. Un bon auditeur sait faire la différence entre détruire un actif utile et le préserver pour un usage ultérieur. L'usage ultérieur, c'est maintenant. Marc me doit son gagne-pain, ou ce qu'il en reste. Dans ce monde, le monde où je vis, où l'allégeance est une transaction et la loyauté une clause contractuelle. C'est la seule monnaie qui survive au-delà d'une poignée de main. Je tape mon message clairement et sans préambule. C'est ainsi que je communique avec Marc. Pas de politesse, pas de réconfort, pas de contexte inutile. Prépare une action au civil au nom de Camille Beaumont. Cible, les liquidités de la succession. Objectif. Geler tout ce qu'Élodie pourrait liquider dans les 60 prochains jours. Dépôt d'ici jeudi. Je t'envoie les pièces justificatives. Puis, après une pause durant laquelle je calcule les risques de ce que je m'apprête à ajouter. Ne dis pas à Camille que je suis en vie. Pas encore. Elle ferait un geste et Élodie le remarquerait. Marc répond. Compris. Le compte à rebours est lancé. Je ferme le canal. Nous quittons le désert pour la salle d'audience. L'étau commence à se resserrer ce soir. Je craque une allumette. Elle s'enflamme dès le premier coup, un petit oiseau orange et affamé dans la pénombre de la pièce. Je la tiens immobile sous le bord de mon permis de conduire jusqu'à ce que le plastique commence à réagir. Puis à noircir. Puis à s'enrouler sur lui-même. L'odeur est spécifique et désagréable. Quelque chose de chimique, de synthétique, la puanteur particulière d'une identité que l'on dissout. Je tiens la carte en feu au-dessus du lavabo du motel, regardant la photo s'effacer en premier, mon visage, cette mâchoire anguleuse, ces yeux gris d'acier, devenant sombres puis absents, puis le texte en relief suit. Mon nom. Mon adresse. Ma date de naissance. Le sceau de la République. L'eau emporte les cendres. Je laisse couler le robinet assez longtemps pour en être certaine, puis je me redresse et observe mon reflet dans le miroir piqué du motel. Une femme de 68 ans me rend mon regard, teint pâle, taches de vieillesse sur les mains, cheveux poivre et cils aplatis par les événements de la journée. Une fine coupure sur l'avant-bras, nettoyée et pansée. Une épaule gauche qu'elle ménage sans même s'en rendre compte. Elle ne ressemble à personne. C'est bien. Je n'ai plus de nom existant dans une base de données consultable. Plus d'adresse officielle au dossier.
Plus d'empreintes de cartes de crédit, plus de numéros de portable, plus d'immatriculation de véhicules. Pour tous les systèmes qu'Élodie pourrait imaginer utiliser, et elle y pensera, elle n'est pas stupide, elle est simplement surclassée. Geneviève Beaumont est morte dans une forêt de pins à 1000 mètres d'altitude. Et il ne reste d'elle qu'un rapport de crash et une demande d'indemnisation en attente. Ce qu'il reste, dans une chambre de motel sombre en bordure de National, c'est une femme avec un appareil photo rempli de preuves, un ordinateur crypté, un intermédiaire qui répond en 40 secondes, et 40 ans d'expérience à traquer exactement ce genre de fraude. La première pilule empoisonnée a été plantée dans la demande de gel de la succession. La piste numérique menant au mécanicien d'Élodie est documentée et sécurisée. L'audit est ouvert. J'éteins la lumière de la salle de bain et m'assois au bureau dans le noir. Et pendant un instant, un seul, je m'autorise à penser au visage de Camille. Ses yeux rougis. Ce vieux stylo plume tournant lentement entre ses doigts. Tiens bon, pensais-je pour elle, à travers les kilomètres, les arbres et les murs de verre de cette maison glaciale. Je n'ai pas encore fini. Puis j'ouvre l'ordinateur, et je me remets au travail. La pluie sur Strasbourg arrive comme un verdict, grise, froide et sans excuse. Elle transforme la rue derrière le restaurant fermé en un miroir de bitume mouillé et de décomposition urbaine. Cette odeur qui se loge au fond de la gorge et y reste. Je suis arrivé avec 40 minutes d'avance et j'ai fait 2 fois le tour du pâté de maison, car les vieilles habitudes ne prennent pas leur retraite en même temps que vous. J'ai vérifié les angles de vue, noté le quai de déchargement avec sa zone d'ombre, et je me suis posté sous l'auvent là où la caméra de surveillance a été taguée l'année dernière, à en juger par l'oxydation de la peinture. Marc Vasseur arrive avec 3 minutes de retard, le col relevé contre la pluie. Il ressemble exactement à ce qu'il est. Un homme qui a passé une décennie à noyer ses regrets jusqu'à la lie et qui commence seulement, avec réticence, à décuver. Il est plus maigre que dans mes souvenirs. Le beau costume qu'il portait pour les audiences fédérales a été remplacé par un imperméable de grande surface. Mais quand il me voit et j'observe l'instant précis où cela se produit, je vois sa mâchoire se détendre puis se crisper, ses yeux faire ce recalcul rapide, son regard s'aiguise. Le regret s'évapore comme la brume matinale. Les morts n'ont pas l'habitude d'engager des avocats, Geneviève, croastait-il. Sa voix est plus rauque qu'en 2019. J'ai répertorié cela aussi. Je ne souris pas. Je ne lui dis pas que je suis ravi de le voir, car ce genre de sentiment n'a aucune valeur opérationnelle ici. Je lui tends la clé USB cryptée noir mat, sans marque, de la taille d'un onglet et je lui laisse 30 secondes pour confirmer l'accès sur son téléphone avant de commencer. La clé contient 4 catégories de documents, dis-je. Ma voix est plate et clinique, le même registre que j'utilisais dans les salles de briefing pendant 26 ans. Les statuts de création des sociétés écran d'Élodie remontant à 2018. La structure des comptes au Caïman et la piste des signataires. Le contrat de prêt de 2,5 millions avec la clause de garantie totale lit attentivement le paragraphe 14, B, c'est laquelle a gagé le domaine en garantie. Et le virement de 15 000 € au prestataire de Strasbourg. Cette dernière pièce est ton munitionnement. Marc fait tourner la clé entre ses doigts. Il écoute comme un homme qui comprend que cette conversation est la plus importante qu'il ait eue en 10 ans. Je lui donne ensuite les instructions de dépôt. Clinique, froide, d'une précision dévastatrice. J'ai eu 4 jours dans cette chambre de motel pour les rédiger, et elles se lisent comme un protocole chirurgical. C'est intentionnel. Il est mon scalpel. Je suis le chirurgien. Je n'ai pas besoin qu'il comprenne l'anatomie. J'ai besoin qu'il pratique l'incision proprement et au bon endroit. Nous ne nous serrons pas la main quand c'est fini. Nous avons échangé le protocole d'une démolition, et nous nous éloignons dans des directions opposées sous la pluie strasbourgeoise. Le lendemain matin, à 9 heures, le greffier du tribunal a enregistré la requête en urgence. Je le sais parce que je surveille la confirmation sur mon écran, le redatage indiquant 9h02 avec le sceau numérique du greffe. Il a parfaitement cadré l'affaire, je lui avais donné le cadre, mais il l'a exécuté avec une précision qui me rappelle pourquoi j'ai préservé sa carrière au lieu d'y mettre fin. La requête demande gel conservatoire de tous les actifs liquides de la succession Beaumont, déposé au nom de Camille Beaumont en tant qu'héritière réservataire ayant un intérêt financier direct. Le motif invoqué, des irrégularités procédurales suspectes dans la célérité de la certification du décès, le certificat ayant été délivré par un médecin légiste qui
note la requête de Vasseur avec une délicatesse contenue, n'a pas confirmé l'identification visuelle de la dépouille. C'est un dard procédural. Une minuscule aiguille insérée dans la jugulaire du calendrier d'Élodie. Cela n'allègue pas le meurtre. Ce n'est pas nécessaire. Cela ne prouve rien. Cela énonce simplement qu'il y a une irrégularité, qu'une héritière pourrait subir un préjudice matériel par une distribution prématurée, et que le tribunal devrait marquer une pause et examiner les faits avant d'agir. Les tribunaux, d'après mon expérience, ont horreur qu'on leur dise plus tard qu'ils auraient dû vérifier. L'héritage de 20 millions d'euros, la maison, les comptes, les investissements que mon mari et moi avons passé nos vies à bâtir, est désormais verrouillé dans un coffre-fort de bureaucratie judiciaire. Élodie ne peut plus liquider, ne peut plus distribuer, ne peut plus satisfaire ses créanciers qui surveillent déjà la montre. L'indignité successorale n'est encore qu'un tonnerre lointain. Mais les nuages s'amoncellent. Je me sers une deuxième tasse d'expresso de la machine du motel, laquelle produit quelque chose qui ressemble vaguement à du café, et j'attends. L'attente dure 43 minutes. Puis Élodie entre dans le hall sur le flux de surveillance, toujours dans son peignoir de soie, celui de couleur ivoire qui coûte plus cher qu'une semaine dans ce motel. Ses cheveux forment une ondulation matinale souple qui suggère qu'elle a bien dormi. Elle s'avance vers la porte d'entrée avec la confiance tranquille d'une femme qui croit que c'est encore sa maison, sa journée et son monde. L'huissier de justice est sur le perron. C'est un homme trapu dans une veste imperméable. Il lui remet les documents avec l'expression de quelqu'un qui a cessé depuis longtemps d'éprouver de la culpabilité pour son métier. Je regarde Élodie lire. J'ai vu énormément de gens recevoir de mauvaises nouvelles au cours de ma carrière, à travers des tables de salles de conférence, sur les bancs des tribunaux, sous la lumière crue des bureaux administratifs. Il existe une taxonomie de la façon dont les gens reçoivent la nouvelle qu'ils ont été pris. Certains pleurent. Certains enragent immédiatement. Certains deviennent d'un calme absolu, d'une manière plus effrayante que tout le reste. Élodie ne fait rien de tout cela, au début. Sa peau bronzée se vide de son sang pas jusqu'au blanc, mais jusqu'à un jaune parchemin maladif, la couleur de vieux documents restés trop longtemps à la lumière. Elle reste immobile. Elle lit les documents 2 fois. Puis son premier instinct, les papiers toujours en main, est de regarder sa montre Cartier. Pas les documents. Pas le dos de l'huissier qui s'éloigne. Sa montre. Parce qu'Élodie ne ressent rien. Élodie calcule. Elle compte les heures. Elle déroule un calendrier dans sa tête. Combien de temps avant que ses créanciers ne vérifient les registres publics? Combien de temps avant que le paiement du décès, qu'elle leur a promis, ne soit officiellement et légalement bloqué? Combien de temps avant que les intérêts sur les 2,5 millions ne commencent à s'accumuler au-delà de tout calcul gérable? Je viens de couper les fils de son compte à rebours. Je tapote le bureau une fois. Un coup sec. Bonjour, Élodie. Elle se retire dans la cave à 20 minutes plus tard. Je le sais parce que la caméra de l'escalier, une minuscule lentille montée sous la 2e marche du palier, installée par un prestataire de sécurité que mon mari avait engagé en 2016 et qu'Élodie n'a jamais pensé à vérifier, la montre en train de descendre, son téléphone à la main, serrant son peignoir de soie contre elle. La porte de la cave se referme. Le flux vidéo de l'escalier se brouille et finit par saturer, car le signal ne traverse pas les murs de pierre. C'est l'occasion que j'attendais. J'initialise le protocole de connexion sur le casque de jeu de Camille, un Logitech G735, le cadeau d'anniversaire qu'elle utilise chaque jour depuis 1 an, connecté à un jeu de rôle en ligne auquel elle joue depuis ses 19 ans. La fonction de chat du jeu utilise un serveur personnalisé que j'ai discrètement patché il y a 3 semaines, alors que j'étais encore vivante, et que je planifiais mes mesures d'urgence. Le routeur du domaine ne voit qu'un trafic de jeu tout à fait normal. J'observe Camille sur la caméra de sa chambre. Elle est à son bureau, fixant le vide, les yeux rougis, le vieux stylo-plume posé à côté de son clavier. Le chagrin a pris ce visage spécifique du 2e ou 3e jour. Après la phase aiguë vient la phase de creux, celle de l'évidemment. L'écran de son moniteur scintille. Elle scie. Se penche en avant. Je tape. Grand-mère est l'architecte. Écoute seulement. Je la regarde se figer. Ses petites mains, elles ont toujours été petites. Elle tient ça de son père, survole le clavier puis s'immobilise totalement. Je vois sa poitrine se soulever sous l'effet d'une inspiration brusque. Son visage exprime quelque chose de complexe et de privé que je m'interdis d'analyser, car si je le faisais, je perdrais la distance clinique nécessaire à mon action,
et je ne peux pas encore me le permettre. Je ne lui laisse pas le temps de s'effondrer. Un effondrement signifie des larmes, les larmes signifient du bruit, et le bruit ferait remonter Élodie de la cave. Je lui donne un objectif. Tu as 30 minutes. Ne réagis pas. Ne bouge pas encore. Lis ceci d'abord. C'est ainsi que fonctionne la famille. La survie par la donnée. J'enseigne à ma petite fille la seule langue que j'ai jamais vraiment parlé. Va à la bibliothèque. Tapez je. Il y a une pause, 8 secondes, assez longue pour que je me demande si le chagrin l'a rendue immobile. Puis elle se lève. Elle se déplace avec un calme prudent et délibéré, refermant la porte de sa chambre à 2 mains pour éviter le déclic du loquet. Je jongle entre les flux des caméras et j'observe sa petite silhouette spectrale dérivée dans les ombres du manoir minimaliste, le couloir, la cuisine glaciale aux lumières éteintes, jusqu'à la bibliothèque où le vieux bureau de mon mari trône sous la fenêtre orientée à l'est. Le fauteuil en cuir derrière le bureau porte encore son empreinte. Je ne le regarde pas. Va vers le tapis persan, écris-je. Sous le coin gauche, le plus proche de la fenêtre. Elle le déplace sans hésitation, elle a toujours été pragmatique. Même enfant, toujours celle qui agissait d'abord et réfléchissait après. Le tapis se roule. Le parquet en dessous semble d'une seule pièce pour un œil non averti, mais Camille sait ce qu'elle cherche. 3, 2, 1, 4, 8, tapie. Elle comprend le code à l'instant où elle le lit. Je le vois sur son visage, le battement de cils rapide, la façon dont son expression s'adoucit une seconde avant de se durcir à nouveau dans la concentration. 32 est le jour de sa naissance. 14 est le mois. 88 est mon ancien numéro de matricule à l'inspection, celui qu'elle me faisait réciter quand elle avait 8 ans parce qu'elle en aimait la sonorité. La lame de parquet se déverrouille avec un clic. Je la regarde plonger les yeux dans le coffre. Je regarde l'instant précis où elle comprend ce qu'elle a trouvé. C'est le moment où je passe le flambeau, le moment où je lui montre que le monde est construit sur des couches cachées, et que ceux qui survivent sont ceux qui savent où le sol s'ouvre. Le parapheur est épais, vieux et vert. Camille le soulève à 2 mains, de la manière dont on soulève un objet que l'on sait lourd avant même d'en avoir senti le poids. Je l'appelle le grand livre noir. Il contient les documents originaux, des copies physiques, car j'ai toujours gardé des traces matérielles de tout ce qui est important, une discipline que mes 40 ans de carrière m'ont inculquée. Il s'y trouve les statuts des sociétés écrans d'Élodie, les formulaires de signature des comptes aux Caïmans, les contrats de prêt à taux usuraires signés auprès du prêteur de Strasbourg, et 3 ans de relevés de virement qui racontent l'histoire d'une femme dépouillant systématiquement les actifs d'un empire bâti sur de l'argent emprunté et du temps volé. J'observe le visage de Camille alors qu'elle survole les premières pages. La prise de conscience que sa mère n'est qu'une fraude creuse la frappe comme un coup physique. Je le vois à la façon dont le sang quitte ses joues, à la façon dont sa mâchoire se crispe selon cette ligne anguleuse des Beaumont qu'elle a héritée directement de moi. Elle tourne une autre page. Ses yeux bougent avec la rapidité de quelqu'un qui fait des calculs mentaux sans le savoir, additionnant des chiffres qu'elle ne veut pas connaître, arrivant à une somme qu'elle ne pourra jamais oublier. C'est le moment le plus difficile, la voir cesser d'être une petite fille en deuil pour devenir un témoin. Elle vivait dans un monde aux coordonnées simples. Sa mère est difficile, sa grand-mère est morte, son avenir est incertain. Désormais, les coordonnées basculent en temps réel. La femme qui l'a élevée, qui a géré son enfance, payé ses études et lissé ses cheveux quand elle était malade est aussi la femme qui a tenté de m'assassiner pour 20 millions d'euros. L'architecture cognitive de cette compréhension met une minute à s'échafauder, et je la vois se construire sur son visage. Elle referme le dossier. Elle fixe le plafond pendant exactement 4 secondes. Puis elle glisse le parapheur sous son sweatshirt, le plaque contre son torse et se dirige silencieusement vers la porte de la bibliothèque. Elle n'est plus seulement ma petite fille. Elle est la complice de la vérité. Élodie découvre le coffre vide 9 minutes et 40 secondes plus tard, je chronomètre. Le flux vidéo capture ce que je n'ai jamais vu chez elle en 42 ans, le masque entièrement retiré. Pas seulement glissé. Retire. La confiance languissante et polie a disparu comme si elle n'avait jamais été structurelle, comme si elle n'avait toujours été qu'une couche de vernis. Ce qui émerge en dessous est sauvage, tranchant et brutal. Elle n'appelle pas la police. Elle ne le peut pas. Un appel à la police inviterait des questions sur ce coffre vide et son contenu, et Élodie n'a aucune réponse qui ne démantèlerait davantage sa position. Alors elle fait ce que font les bêtes acculées quand elles ne peuvent pas s'attaquer à la menace réelle.
Elle se retourne contre les témoins. Le jardinier est le premier. Il est au service du domaine depuis 9 ans, un homme tranquille nommé François, qui entretient les roseraies que mon mari avait plantées. Élodie le trouve dans le garage et le licencie en 45 secondes chrono, sa voix n'étant plus qu'un staccato de jurons et d'accusations de vol. Il ne discute pas. Il ramasse simplement ses gants et se dirige vers sa camionnette avec la dignité d'un homme qui se sait innocent et qui a assez de bon sens pour quitter un navire qui sombre. La femme de chambre suit 15 minutes plus tard. Je regarde le domaine se vider de son personnel comme j'ai vu autrefois des entreprises se vider de leurs employés lors d'une saisie administrative. Rapidement, silencieusement, avec cette honte particulière de ceux qui savent que le bâtiment est compromis et préfèrent ne pas être à l'intérieur quand il s'écroulera. Le manoir de verre n'est plus une maison. C'est un bunker. 2 personnes restent entre ces murs désormais. Un animal traqué et ma petite fille. Je tape un nouveau message à Camille. Reste calme. Reste silencieuse. Ne la laisse pas voir que tu es allée à la bibliothèque. J'en suis à mon 3e expresso, la machine du motel produit une substance que l'on ne peut qualifier de café que par générosité, et je surveille le flux de la cuisine quand cela arrive. Élodie s'est changée. Elle porte un tailleur cintré et des talons hauts. Son costume de scène. Elle entre dans la cuisine où Camille se tient près du comptoir avec un verre d'eau. Et la scène se met en place avec l'inévitabilité terrible d'un paramètre que j'aurais dû calculer avec plus de précision. Élodie tient un document à la main, 2 pages agrafées, avec une ligne de signature en bas. Une « renonciation volontaire au droit », rédigée dans cette langue propre et exsangue des gens qui font le mal avec de la paperasse. Je reconnais la structure. Cela permettrait de contourner le gel ordonné par le tribunal en présentant Camille comme une partie consentante à la distribution immédiate des biens, satisfaisant ainsi les créanciers strasbourgeois et écartant la seule héritière dont la participation est requise pour la succession. Élodie lui tend le papier comme une offre de paix. C'est pour notre protection, Camille. Sa voix est un chef-d'œuvre de chaleur maternelle feinte, douce, patiente, réglée sur la fréquence spécifique du « je fais ça pour ton bien ». Les avocats rôdent. Si nous ne bougeons pas maintenant, ils vont tout piller. Cela permet de garder les biens dans la famille. Je regarde via la caméra située au-dessus de la cuisinière. Mon cœur a retrouvé son rythme en 4/4. Je suis immobile, aux aguets. Chaque instinct d'auditrice dans mon corps traque la scène avec l'attention précise d'un greffier capturant un témoignage. Ce document est un piège déguisé en bouée de sauvetage. Et les yeux d'Élodie, au-dessus de ce sourire maternel, calculent exactement combien de temps il lui faut pour obtenir cette signature avant l'ouverture des tribunaux. Camille fixe le document un long moment. Je la regarde lire, elle le lit vraiment, ce qui me prouve qu'elle a déjà été formée à ne jamais rien signer sans examen. C'est moi qui lui ai appris cela. Je lui ai appris à la table de cette même cuisine, devant des mots croisés, qu'on ne signe jamais ce qu'on n'a pas lu, et qu'on ne lit jamais sans comprendre. Sa mâchoire se crispe. Cette ligne des Beaumont anguleuse, proéminente, déterminée se durcit. C'est la ligne que je reconnais chaque matin dans mon propre miroir. Je ne signerai pas, dit-elle. Le masque ne glisse pas. Le masque explose. Tout bascule en une fraction de seconde. Le masque d'Élodie s'effondre, et ce qui émerge des décombres est une vision que j'ai passé ma vie professionnelle à répertorier. Le désespoir brut et hideux d'une personne qui a épuisé toutes ses options légales. Le tailleur de créateur, la grâce sculptée par le Pilate et l'empathie de façade se dissolvent simultanément, remplacés par quelque chose d'animal, d'acculé, de brutal. Élodie saisit le poignet de Camille. Je vois la scène sous l'angle de la caméra, les doigts qui se referment, les ongles qui s'enfoncent dans la peau de la jeune fille avec une force qui n'a plus rien à voir avec la persuasion, mais tout avec la coercition. Camille tressaille mais ne recule pas, et cette immobilité, cette raideur terrifiée, brise quelque chose dans ma poitrine. Tu feras ce que je te dis, lâche Élodie d'une voix devenue tranchante, presque un murmure. Ou tu finiras comme elle. La menace reste suspendue dans l'air de la cuisine. Je l'entends aussi distinctement que si j'étais debout dans la pièce. Ou tu finiras comme elle. Je suis à moitié levée de ma chaise avant même de réaliser que je bouge. Ma main agrippe le bord du bureau du motel, mes articulations blanchissent sous la pression. Je m'arrête là, à mi-chemin, le cœur cognant contre mes côtes froissées avec une violence totalement incompatible avec la distance clinique que je suis censé maintenir. La caméra au-dessus de la cuisinière fige la scène, l'étau d'Élodie sur le poignet de Camille.
Le visage de Camille, blanc et rigide. La renonciation posée sur le comptoir entre elles. Je suis une auditrice judiciaire. Une enquêtrice d'État. J'ai passé 40 ans à bâtir des dossiers contre des gens qui font le mal pour de l'argent, et la règle absolue de ce métier est qu'on ne brise jamais sa propre couverture avant que le nœud coulant ne soit serré. Parce qu'un nœud à moitié serré n'est pas un piège, c'est un avertissement, et les avertissements font fuir les coupables. Je le sais. Je le sais depuis 1987. C'est le principe fondateur de tout ce que j'ai entrepris. Mais la femme sur cet écran a déjà tenté de me tuer une fois cette semaine. Elle se tient dans la cuisine de mon défunt mari, la main sur le poignet de ma petite fille, et elle menace une jeune fille de 22 ans de lui réserver le sort qu'elle croit m'avoir infligé à 1000 mètres d'altitude. Ma poigne sur le bureau se resserre jusqu'à ce que je sente le stratifié s'enfoncer dans ma paume. J'ai poussé trop fort. J'ai calculé l'effondrement financier, tracé la chronologie, tendu le piège juridique, et j'ai sous-estimé la vitesse de l'érosion morale d'Élodie. J'ai déjà vu cela dans des affaires de fraude, ce point de bascule où le criminel passe de la manipulation sophistiquée à la violence physique brute. C'est la transition entre une personne qui pense avoir encore des options et une personne qui sait n'en avoir plus qu'une seule. Et une personne qui n'a plus qu'une option est la plus dangereuse de toutes. Ma petite fille est enfermée avec une femme qui a déjà commis une tentative de meurtre il y a quelques jours. Mon silence, ma mort, ma disparition tactique, est devenu l'instrument qu'Élodie utilise contre son propre sang. Je reste debout dans cette chambre de motel, la main sur le bureau, les yeux fixés sur l'écran. Puis, je me force à me rasseoir. J'inspire profondément en comptant jusqu'à 4. Je m'y oblige. 1, 2, 3, 4. Si je vais au domaine maintenant, tout s'écroule. J'arrive sans aucune légitimité juridique, techniquement morte, mon identité brûlée. L'avocat d'Élodie déposera une motion d'urgence dès demain matin, affirmant que je suis confuse, traumatisée, une imposture orchestrant une fraude à l'assurance. Elle fera de moi la criminelle. Le gel des avoirs sera levé. Le virement de 15 000 € au mécanicien de Strasbourg deviendra un simple point contesté dans une procédure civile interminable plutôt qu'une preuve criminelle. Je passerai les 18 prochains mois dans un tribunal à prouver que je suis vivante pendant qu'Élodie désintéressera ses créanciers et liquidera tout ce que mon mari et moi avons bâti. Si j'y vais maintenant, Élodie gagne. Les chiffres sont clairs. Ils l'ont toujours été. J'ai passé 40 ans à apprendre à leur faire confiance, même quand chaque fibre de mon être me hurlait le contraire. Yemera sois. J'ouvre le canal crypté. Mes mains sont stables, elles le sont toujours et je tape. À Camille, garde le dossier en sécurité. Enregistre tout ce que tu peux. Tu fais exactement ce qu'il faut. Ne signe rien. Puis, après un instant, parce qu'elle mérite de savoir quelque chose même si elle ne peut pas encore tout comprendre, tu n'es pas seule. À Marc, sur le second canal, changement d'objectif. Nous ne nous contentons plus de geler les actifs. Nous tendons un piège. Élodie a besoin d'une porte de sortie, une voie frauduleuse, assez tentante pour qu'elle s'y engouffre. J'ai besoin qu'elle commette un acte irréparable, face caméra. Prépare une offre officieuse, un règlement négocié, qui ressemble à une bouée de sauvetage. Quelque chose qu'elle ne pourra pas refuser. Je vais te dire exactement quoi y mettre. Marc répond en moins d'une minute. Elle mordra. C'est quoi, l'hameçon? Je regarde le flux vidéo. Dans la cuisine, Élodie a lâché Camille. Elle lisse son tailleur, recomposant son masque avec l'efficacité mécanique d'une femme qui l'a fait 1000 fois. Camille est immobile près du comptoir, une main posée sur son verre d'eau. Je réfléchis à l'architecture de la cupidité d'Élodie, sa dette prédatrice, les créanciers strasbourgeois, la clause de garantie sur le domaine, le compte à rebours de sa ruine financière. Je me demande ce qu'une promoteuse aux abois, qui comprend l'immobilier mais rien à la comptabilité judiciaire, verrait comme une issue réelle. L'hameçon, tapez-je à Marc, c'est que je vais lui donner une chance de croire qu'elle a déjà gagné. Nous ne sommes plus en défense. Nous construisons la cage. Il ne reste plus qu'à y faire entrer Élodie. Arrête de pleurer et écoute-moi. Je tape ces mots sans les adoucir, car la douceur serait une pitié que je n'ai pas le temps d'offrir et que Camille n'a pas le luxe de recevoir. La chambre de motel est sombre, hormis l'éclat du moniteur, cette lumière froide, bleutée, qui transforme tout en scène de crime.
Son avatar sur le serveur du jeu est immobile, reflet numérique de sa propre paralysie. Je la vois sur le flux de la chambre, voûtée sur son clavier, les épaules secouées par ces pleurs silencieux qu'elle a appris à pratiquer dans une maison où la tristesse est une faiblesse. Je connais cette posture. Je lui ai appris à ne jamais la montrer. Et maintenant, c'est moi qui l'observe. La culpabilité est un bourdonnement sourd derrière mon sternum, une fréquence que je ne parviens pas à couper. Je l'étouffe par la nécessité clinique de la mission. Tu as la fonction d'enregistrement sur ton casque, tapez jeu. Je veux que tu l'utilises. Voici comment. Elle se redresse. Ses épaules s'immobilisent. Même à travers le grain de la caméra, je la vois prendre la décision de fonctionner. Ce redressement de la colonne propre à ceux qui ont hérité de la capacité de choisir la discipline plutôt que l'émotion. Elle tient ça de moi. En cet instant précis, je ne suis pas certaine que ce soit un cadeau. Je lui explique la technique, Columbo, celle que j'utilisais sur le terrain quand j'avais besoin de fissurer le calme d'un suspect sans l'alerter. Ne confronte pas. N'accuse pas, introduis simplement une petite confusion sincère. Je ne comprends pas, aide-moi à comprendre. Et laisse l'ego de la cible faire le reste. Les gens qui ont commis un acte qu'ils jugent justifié ont une pulsion irrésistible de se justifier dès qu'ils sentent que cela ne leur coûtera rien. Cache ton téléphone dans la poche de ton sweat, écris-je. Poche gauche. Micro orienté vers ton col. N'y touche plus une fois qu'il est en place. Qu'est-ce que je dois dire ? Demande-t-elle. Pose des questions sur l'avion. Pas sur moi. Sur les registres de maintenance. Elle a l'air confuse, pas accusatrice. Tu es une jeune fille en deuil qui essaie de comprendre pourquoi les dates ne correspondent pas. Tu as trouvé un truc dans les papiers de la succession qui n'a pas de sens. Tu as besoin que ta mère t'explique. Un long silence. Assez long pour que je scrute l'écran afin de m'assurer qu'elle est toujours là. D'accord, tape-t-elle enfin. Camille. Je m'arrête. Je fais une chose que je m'interdis rigoureusement depuis 6 jours. Je m'autorise à ressentir. Tu peux le faire. Tu es la meilleure chose que j'ai construite en 68 ans. Pas les dossiers. Pas les bilans. Toi. Elle le lit. Je vois l'immobilité s'emparer d'elle, le mouvement de sa gorge quand elle déglutit. Puis elle ferme son ordinateur et se lève. Je ne suis plus seulement sa grand-mère ce soir. Je suis un officier traitant envoyant une recrue sur une opération risquée. La culpabilité continue de gronder, mais j'ai fait mes calculs. Je vivrai avec. J'active le retour audio de la cuisine. J'attends. L'échange commence simplement. Camille erre dans la cuisine où Élodie est au téléphone, appuyée contre le comptoir, sa montre Cartier bien en vue sur le marbre. Élodie traque le temps comme un métronome. La performance de Camille est sans faille. Elle joue l'enfant dévasté et perdu avec une authenticité désarmante. Maman, je regardais les papiers de l'héritage. Il y a un truc que je ne pige pas. Les carnets d'entretien de l'avion. Il y a une erreur sur les dates, et je ne sais pas ce que ça veut dire. La réponse d'Élodie est patiente, au début. Elle pose son téléphone. Elle utilise sa voix, chaleureuse. Celle de la confrontation précédente, celle qui lui coûte un effort visible dans la tension de sa mâchoire. Elle se lance dans une explication sur ce que sont les registres de maintenance et ce que les erreurs signifient d'habitude. Camille insiste. Doucement, avec ténacité, avec cette confusion candide d'une fille qui ne suit pas tout à fait. Elle pose la même question de 3 manières différentes sans donner l'air de se répéter. C'est la technique Columbo exécutée à la perfection. Je ressens une fierté aiguë, involontaire, que je m'empresse de classer dans un coin de mon esprit. La patience d'Élodie, déjà effilochée par 6 jours de comptes gelés et d'un coffre-fort qu'elle ne peut expliquer, atteint sa limite structurelle. Et elle cède. Le craquage est audible, un basculement physique du registre vocal, passant du contrôlé au fracturé. J'ai fait ce que j'avais à faire pour cette famille. Sa voix se tord sur le micro de Camille, montant dans les aigus, devenant quelque chose de brut, de hideux et de totalement dépourvu de garde-fou. J'ai accéléré son départ pour que tu ne te retrouves pas à la rue, petite ingrate. Tu n'as aucune idée de ce qu'il m'en a coûté pour. La phrase s'interrompt net. Un reste d'alarme interne se déclenche, et Élodie se tait. Mais le mal est fait. J'ai accéléré son départ. Je reste parfaitement immobile dans ma chambre de motel, écoutant ces 4 mots occuper tout l'espace. La variable de l'intention n'est plus une théorie. C'est une onde numérique,
horodatée et sauvegardée dans 3 emplacements cryptés, prononcée par la propre voix de ma fille, dans sa propre maison, devant un témoin de 22 ans bien vivant. La barre de transfert du fichier rampe jusqu'à 100%. Je le réécoute. La voix d'Élodie emplit la petite pièce, froide, meurtrière et d'une clarté catastrophique. Le son, dans cet espace exigu errance, contre les murs minces et la moquette industrielle, a une qualité que je ne peux décrire que comme finale. Le bruit d'un dossier qui se referme. J'ai accéléré son départ. C'est la preuve irréfutable qui déclenche la clause d'indignité successorale. Selon ce principe du Code civil, une règle aussi vieille que la reconnaissance par la justice que les meurtriers ne doivent pas profiter de leurs crimes. Un bénéficiaire qui cause délibérément la mort du défunt est déchu de son droit d'hériter. La mécanique financière est limpide. Le domaine de 20 millions d'euros, la maison, les investissements, les comptes, tout est redirigé loin d'Élodie à l'instant même où la clause est invoquée. Le virement de 15 000 euros au mécanicien de Strasbourg. Le capteur d'altimètre saboté dans ma poche. Et maintenant, la propre voix d'Élodie, enregistrée dans sa cuisine, confirmant l'intention derrière tout le reste. Le grand livre est clos. Je le sens, cette poussée spécifique de satisfaction froide et clarifiante que j'ai ressentie 47 fois au cours de ma carrière, chaque fois que les propres preuves d'un fraudeur se retournaient contre lui. Ce n'est pas une sensation chaleureuse. Ça ne l'a jamais été. C'est net, tranchant et complet. C'est la sensation d'une colonne de chiffres équilibrés, le sentiment que les nombres s'accordent enfin. Je commence déjà à rédiger le courriel pour la gendarmerie tandis que j'écoute le fichier une seconde fois. J'ai gagné, pensais-je, et la pensée est pure et certaine. C'est à cet instant que la caméra du couloir montre Camille se dirigeant vers le vestiaire, le grand livre noir serré sous son bras. Elle est à 1 mètre de la porte. Un petit mètre. Je vois Élodie avant Camille, une silhouette surgissant de l'embrasure de la cuisine avec la rapidité silencieuse et prédatrice de quelqu'un qui a écouté, attendu et calculé. La grâce languissante a disparu. Ce qui remonte ce couloir est un être dépouillé de tout apparat, fonctionnant entièrement à l'instinct de survie. Élodie saisit le parapheur à 2 mains. La prise est violente, rien à voir avec la contrainte contenue du poignet dans la cuisine, c'est quelque chose qui a franchi un seuil. Elle arrache le dossier des bras de Camille avec une force qui fait pirouetter la jeune fille. Les papiers, le grand livre noir, les documents offshore, les contrats de prêt, les relevés de virement que j'ai mis 6 mois à rassembler, explosent sur le sol en ardoise en une avalanche blanche. Ils se répandent dans toutes les directions, glissant, s'éparpillant, se déposant. Élodie baisse les yeux vers eux. Je regarde son visage sur le flux vidéo. J'observe l'instant où elle reconnaît ce qu'elle tient. Les signatures des comptes au Caïman. Le contrat de prêt prédateur avec la clause de garantie. Sa propre architecture financière, étalée sur son propre sol comme une dissection. Elle lève les yeux vers Camille. Et Camille, ma Camille, qui jouait les confuse et dévastée, depuis 20 minutes, ne peut plus, à cet instant, dissimuler totalement l'intelligence derrière son regard. Élodie le voit. Le rapport de force bascule en un battement de cœur, et je ressens ce basculement à 50 km de là comme un changement de pression atmosphérique. Mon sang se glace, plus encore que l'hiver vosgien dehors. Sécurise le périmètre. La voix d'Élodie sur le flux est plate et professionnelle d'une manière plus terrifiante que les cris. Elle est déjà sur son téléphone pendant qu'elle parle, pas à quelqu'un en particulier, mais à quiconque se trouve au bout d'un numéro qu'elle a manifestement préparé pour cette éventualité. Sur mes moniteurs, les volets de sécurité descendent. Les panneaux d'acier motorisés du domaine des Beaumont, installation extérieure de 2018, partie intégrante d'une mise à jour, maison intelligente, que j'ai payée et que je regrette maintenant avec une précision qui frise la nausée, s'abattent devant chaque fenêtre avec une finalité lourde et industrielle. Le son parvient jusqu'au flux vidéo. Un choc sourd et mécanique, l'un après l'autre, scellant les murs de verre derrière l'acier. Puis Élodie traverse le couloir en 3 enjambées et s'empare du téléphone de Camille. Le téléphone disparaît dans sa main, puis, avec une rage concentrée, silencieuse et entièrement contrôlée qui est pire encore que les hurlements, elle l'écrase contre le bord de l'îlot central de la cuisine. Pas 1 fois. 2 fois. L'écran devient noir. Sur mon moniteur, le flux de la chambre n'affiche plus rien. Celui de la cuisine n'affiche plus rien. La caméra du couloir montre une porte close. Mon lien avec Camille est rompu.
Je reste assise dans cette chambre de motel, fixant les écrans noirs, et je deviens très consciente de la qualité du silence. Ce n'est pas le silence de travail d'une pause stratégique. C'est le silence d'une porte qui s'est refermée, et je suis du mauvais côté. L'appel sur la ligne fixe arrive 11 minutes plus tard, 11 minutes durant lesquelles j'ai basculé entre les flux de caméras, vérifiant chaque angle qui a encore du signal, cherchant le visage de Camille pour ne trouver que des pièces vides et des portes closes. Elodie passe l'appel depuis le bureau, où une caméra reste opérationnelle, montée dans le détecteur de fumée, la plus petite, celle que j'ai installée moi-même en 2019 lors d'une visite qui semble, rétrospectivement, prémonitoire. Je la vois au bureau, je l'entends, et ce que j'entends est un chef-d'œuvre. Sa voix se transforme entre deux respirations. De plate et professionnelle à douce, fracturée, tremblante de cette angoisse maternelle spécifique d'une femme au bout du rouleau. La performance est techniquement parfaite. Si je ne la connaissais pas, si je n'avais pas passé 42 ans à l'observer calibrer ses registres émotionnels selon la fréquence exigée par la pièce, je la croirais totalement. Je suis tellement désolée de vous appeler ainsi, dit-elle, et sa voix se brise sur « désolée » avec une précision digne d'un prix d'interprétation. C'est ma fille. Elle a fait une bouffée délirante. Elle raconte des choses insensées. Elle prétend que sa grand-mère est toujours en vie. Sa grand-mère est morte la semaine dernière dans un accident d'avion, et Camille, elle ne peut tout simplement pas l'accepter. Elle devient un danger pour elle-même. L'établissement qu'elle appelle est privé, la clinique du Val-Vert, un nom qui ressemble à une brochure de spa et qui fonctionne. Je le sais par mes rencontres professionnelles avec leur paperasse, comme une structure psychiatrique à but lucratif, historiquement très réceptive aux demandes de familles fortunées pour des placements d'office. Elle délire complètement, continue Elodie. Elle a des documents dont elle s'est persuadée qu'ils sont des preuves de je ne sais quoi. Elle a besoin d'une aide que je ne peux pas lui apporter à la maison. Je sais ce que c'est. Je l'ai vu dans des affaires de fraude, dans des litiges successoraux, dans des manipulations patrimoniales. La défense de la pilule empoisonnée. Si Camille est internée, son témoignage est légalement contaminé. L'enregistrement audio devient les divagations d'une mineure perturbée, irrecevable et facile à écarter. Le grand livre noir devient la fixation d'une jeune fille endeuillée qui a construit un complot à partir des vieux papiers financiers de sa grand-mère. Elodie ne cache plus la vérité. Elle efface le témoin. Elle l'enterre sous un diagnostic. Le fourgon blanc arrive 53 minutes après l'appel. Transport médical Val-Vert, le logo en bleu marine discret sur le panneau latéral, le genre d'euphémisme clinique qui signifie cher et confidentiel. 2 infirmiers en blouse stérile sortent du véhicule avec les mouvements efficaces et répétés de gens qui ont fait cela 1000 fois et ont appris à le faire vite. L'un d'eux porte un kit de contention. Je regarde via la caméra de la bibliothèque, la caméra cachée sous l'étagère, qu'Elodie n'a pas trouvée et qui aimait toujours. Ils acculent Camille dans le salon. Elle est adossée contre le vase en cristal de Lalique, celui qu'Elodie a acheté l'an dernier pour son esthétique, et elle semble si petite face au mobilier minimaliste, sous les hauts plafonds et la lumière froide, devant ces 2 étrangers en uniforme qui s'avancent vers elle avec le calme appliqué de ceux qui sont payés pour être calmes. Elle hurle mon nom. Pas, à l'aide. Pas, arrêtez. Mon nom. Geneviève. D'une voix qui a balayé 22 ans de retenue pour atterrir sur quelque chose de plus ancien, de plus essentiel et de totalement vulnérable. Elle appelle un fantôme. Elodie se tient près de la cheminée, les bras croisés, le visage arrangé dans une expression de souffrance maternelle tragique et impuissante. La performance est immaculée. Elle ressemble à une femme forcée de faire un choix impossible pour la protection de son enfant. Savoir qu'elle a répété cela, qu'elle a préparé cette expression, cette posture, cette mise en scène spécifique, est une vague glacée qui me remonte des pieds jusqu'à la mâchoire. Je suis une auditrice judiciaire. Je traite des faits, des dossiers, le monde mesurable et vérifiable des documents et des données. Le fait est, je regarde ma petite fille se faire kidnapper en plein jour par un système qu'elle n'a aucun cadre légal pour combattre, orchestré par une femme qui a appris à utiliser chaque protection institutionnelle comme une arme. Je traite des faits. Le fait est, je l'ai laissé tomber. Mon esprit parcourt les statuts juridiques avec la précision automatique de la mémoire musculaire, car mon esprit est une machine qui continue de tourner même quand chaque fibre de mon être veut s'arrêter. Selon la procédure française, une hospitalisation sous contrainte à la demande d'un tiers nécessite le certificat d'un psychiatre,
ce que la clinique du Val-Vert fournira sans sourciller, car ils ont un médecin sous contrat qui signe les formulaires à la chaîne. Dès demain matin, les papiers seront paraphés. 72 heures. C'est le délai légal avant qu'une demande de mise sous tutelle ne soit déposée si l'établissement juge que l'état de la patiente nécessite des soins prolongés. Une telle mesure gèlerait entièrement la capacité juridique de Camille. Elle ne pourrait plus signer d'affidavit, ne pourrait plus témoigner sous serment, et ne serait plus considérée comme un témoin crédible devant la chambre civile. L'enregistrement audio qu'elle a réalisé, la propre voix d'Élodie avouant avoir accéléré mon départ, deviendrait, dans ces circonstances, le délire documenté d'une jeune fille instable persuadée que sa grand-mère décédée lui envoie des messages via un jeu vidéo. Et au service de ce dossier parfait, j'ai mis un téléphone entre les mains de ma petite fille de 22 ans, je lui ai donné un protocole d'enregistrement et je l'ai envoyé dans une pièce avec une sociopathe qui a déjà commis une tentative de meurtre cette semaine. Je fixe mes mains. Les cicatrices sur mes avant-bras, souvenirs du crash, sont encore rouges et boursouflées. Elles guérissent à peine, ce genre de blessure qui rappelle sa présence à chaque mouvement des doigts. Ses mains ont démantelé des réseaux de fraude. Ses mains ont photographié des preuves qui ont envoyé des hommes derrière les barreaux. Ses mains sont stables, précises et fiables. Et ses mains ont utilisé une enfant. Je voulais la victoire juridique parfaite. Le bilan équilibré. Le dossier bétonné qu'aucun avocat grassement payé ne pourrait contester. Je voulais entendre le clic satisfaisant de la porte du coffre-fort se refermant sur la vie d'Élodie, sans aucune marge d'erreur. Et en cherchant cette clôture idéale, j'ai laissé Camille exposée sur le terrain. Elle est maintenant à l'arrière d'un fourgon médical en direction d'un centre psychiatrique privé, et son témoignage va être chimiquement annulé avant même l'ouverture du tribunal. Le silence de la chambre de motel n'est pas calme. C'est un réquisitoire assourdissant. Je vérifie chaque piste avec la minutie systématique de celle qui refuse d'accepter la défaite, car c'est ainsi que j'ai toujours fonctionné. Épuiser les options avant de changer de stratégie. Les créanciers strasbourgeois ne bougeront pas avant 48 heures, je le sais, car c'est moi qui ai réglé le rythme de la pression financière. Ils surveillent la montre, mais ne sont pas encore au point d'escalade qui créerait une urgence extérieure pour Élodie. La gendarmerie n'agira pas sur un fichier audio anonyme transmis par une personne légalement décédée sans une vérification physique de son existence. Je le sais, car c'est la réponse procédurale correcte et je prendrai la même décision à leur place. Marc peut déposer des requêtes en référé lundi matin, et ce seront de bonnes requêtes, soigneusement rédigées, que le juge examinera en temps voulu. Chaque voie professionnelle est bloquée par un mur de procédure et de délai. J'ai les preuves pour détruire Élodie. Elles sont complètes, documentées, cryptées. Elles gagneraient n'importe quel procès. Devant une cour, avec l'appareil institutionnel engagé, Élodie Beaumont ne survit pas à ce que j'ai assemblé. Mais je n'ai pas la position nécessaire pour sauver Camille. Pas d'ici. Pas derrière ce cryptage, cette fausse identité et ce permis de conduire calciné. Pas depuis une chambre de motel à 50 km. Le solde nul de ma vie me contemple depuis l'écran de mon ordinateur. Je décroche ma veste anthracite du dossier de la chaise. Je ne regarde plus les moniteurs. Cela fait 6 jours que je fixe des écrans, que je surveille ma petite fille à travers des caméras, que j'agis par procuration en maintenant la distance prudente d'une femme qui a confiance dans le processus. J'en ai fini avec la confiance. Je sors le capteur d'altimètre brûlé de ma poche de poitrine et je le tiens un instant, son poids, sa taille, la densité spécifique d'un objet qui est à la fois une preuve et la raison pour laquelle je respire encore. Puis je le range. Je ne vérifie pas le cryptage. Je ne révise pas le calendrier des dépôts. Je ne rédige aucun message pour Marc. Je prends le double des clés de la vieille Peugeot grise garée sur le côté depuis mon arrivée, la voiture de courtoisie du motel, disponible contre un billet de 20 € laissé à la réception, et je franchis la porte. L'air extérieur est vif, chargé d'odeurs de sève et de bitume, dans cette obscurité limpide des nuits de l'Est. Je reste un instant sur le parking, les yeux rivés vers le ciel. J'abandonne les ombres. J'abandonne l'audit parfait, le dossier blindé, la démolition contrôlée que j'avais planifiée sur plan. Je suis une femme de 68 ans avec une épaule meurtrie, une voiture de prêt. À cet instant précis, plus rien à perdre. L'architecte délaisse ses bleus de travail. L'heure est à la démolition pure. Les grilles en fer forgé du domaine des Beaumont sont closes quand je gare la Peugeot sur le bas-côté. J'ai 30 secondes de retard. Je le sais avant même de m'arrêter,
car je vois les feux arrière, 2 yeux rouges qui s'éloignent en convoi, le fourgon blanc du Val-Vert et un véhicule d'escorte qui s'engage sur la route forestière. Le portail automatique se referme derrière eux avec la certitude hydraulique d'un mécanisme qui se moque bien de ce qui l'enferme. Je reste assise, moteur tournant, à regarder les feux diminuer. Ils ne se pressent pas. Ils n'en ont pas besoin. Ils sont les instruments d'un plan qui a déjà réussi. Je sors de la voiture. Je me tiens devant la grille, les mains ballantes, l'air glacé emplissant mes poumons. Je laisse chaque année de mon âge peser sur moi, l'épaule gauche, les côtes sensibles, l'avant-bras qui lance avec le froid. 68 ans de kilométrage sur une carcasse qui, ce soir, s'est avérée inadéquate. L'odeur des aiguilles de pin et de la terre humide. Les ténèbres de la forêt vosgienne pressant contre les lumières du périmètre. Le fer de la grille, froid sous ma main quand je la grippe. Le monstre que j'ai élevé a gagné la première manche. Et le prix de mon arrogance, de mon plan d'architecte si minutieux, c'est la jeune fille que j'avais juré de protéger, s'enfonçant dans la nuit à l'arrière d'un fourgon, vers 72 heures de silence chimique qui feront d'elle un déchet juridique. Je reste longtemps devant cette grille. Puis je remonte dans la Peugeot, je m'assois dans le noir, et je fais ce que je sais faire. Hiervoches. Parce qu'Élodie a gagné cette manche grâce à sa vitesse et à la faille dans mon calendrier. Elle est assez maligne pour aller plus vite qu'une procédure. Mais elle n'est pas assez intelligente pour comprendre que la faille qu'elle a exploitée, ces 48 heures entre maintenant et lundi matin, fonctionne dans les deux sens. Elle s'en est servie pour faire interner Camille. Je vais m'en servir pour ressusciter. Pas dans une chambre de motel. Pas par un intermédiaire. En personne. Dans une salle d'audience. Avec ce capteur brûlé à la main, 40 ans de crédibilité d'État derrière moi et le rapport scellé d'un officier de gendarmerie qui, d'ici lundi matin, aura une conversation très intéressante avec une femme qu'il croyait enterrée. Le couronnement d'Élodie est prévu pour l'audience de lundi. J'ai bien l'intention d'y assister. L'intersection de la départementale et de la route d'accès à la clinique est un néant sombre et froid. 2 lignes sur une carte qui n'ont d'importance ce soir que parce que le fourgon du Val-Vert doit passer par là. Je suis garé dans l'ombre du bas-côté depuis 11 minutes. J'attends. Le brouilleur de signal est un boîtier portatif noir mat, de la taille d'une télécommande, que j'ai acquis en 2021 lors d'une vente aux enchères des surplus de l'administration pour des raisons que j'avais alors qualifiées des intérêts professionnels. Il perturbe les signaux GPS et cellulaires dans un rayon de 12 mètres. Je ne l'ai jamais utilisé avant ce soir. J'espérais n'avoir jamais à le faire. Les phares du fourgon apparaissent au bout de la ligne droite à 22h47. Je calcule sa vitesse et sa trajectoire avec la précision automatique d'une femme qui a dirigé des opérations de terrain dans des conditions bien plus hostiles, et je déclenche l'appareil au moment opportun. Le fourgon ralentit. Puis s'arrête. La vitre du conducteur descend, un jeune homme d'une vingtaine d'années, consultant sa tablette avec le froncement de sourcils typique de celui dont le GPS vient de s'éteindre inexplicablement. Il n'est pas méfiant. Il est légèrement agacé. C'est le visage de quelqu'un à qui l'on a répété que le matériel n'était pas fiable et qui a décidé, provisoirement, d'y croire. Je suis à sa hauteur avant même qu'il ne finisse de tapoter son écran. Je n'utilise pas d'armes. Je n'en ai jamais possédé et je ne compte pas commencer maintenant. Les armes sont des instruments grossiers. J'ai toujours préféré la précision du document. Ce que je lui montre à la place, c'est la tablette sur laquelle j'ai travaillé depuis que j'ai quitté le périmètre du domaine. Un ordre de transfert numérique falsifié qui semble émaner du serveur administratif du Val-Vert, avec l'entête officielle, le numéro de dossier, la signature du médecin et ce jargon bureaucratique spécifique auquel les employés institutionnels se fient sans analyse, parce qu'ils ont été formés pour cela. L'ordre stipule un dépassement administratif de haut niveau. Reclassification de la patiente, transfert de garde en attente de vérification d'identité du membre de la famille initiateur, effet immédiat. Mes yeux gris d'acier fixent ceux du conducteur à travers la vitre avec cette immobilité prédatrice que j'ai passé 40 ans à cultiver dans des salles de briefing, des tribunaux et des parkings où des hommes nerveux cherchaient à savoir si je bluffais. Je ne bluffe pas. Il lit l'ordre 2 fois. Il me regarde. Il relit l'ordre. Je vais devoir appeler la clinique pour confirmer. Votre réseau est coupé pour les prochaines minutes, dis-je d'un ton aimable. Le code de confirmation est au 2e paragraphe. C'est le protocole de dérogation sur lequel votre superviseur vous a briefé en octobre. Il n'y a eu aucun briefing en octobre. Mais les employés,
d'après mon expérience, accepteront l'existence d'une procédure dont ils ne se souviennent plus avant d'accepter l'idée qu'ils sont en train de se faire surclasser par une femme de 68 ans sur une route départementale à minuit. Il lit le deuxième paragraphe. Il sort et ouvre la porte latérale. L'intérieur du fourgon sent l'antiseptique et cette odeur de renfermé propre aux espaces clos. Camille est sur la banquette, les genoux remontés, les bras croisés sur elle-même dans la posture de celle qui essaie d'occuper le moins de place possible. Signe exactement comme je te l'ai appris, insistai-je. Le S inversé sur Beaumont. La date transposée, le jour et le mois inversés. Comme je te l'ai montré à la table de la cuisine quand tu avais 14 ans, quand je t'ai dit qu'une signature sous la contrainte doit toujours laisser une trace pour celui qui sait regarder. Elle me fixe, stupéfaite. C'est toi qui m'as appris ça? Je savais que j'en aurais besoin un jour. J'ignorais que ce serait pour toi. Elle signe sans un mot de plus. La plume bouge avec la précision délibérée d'une jeune femme terrifiée, furieuse, mais absolument lucide. Je récupère le document, le plie et le glisse dans ma poche de poitrine, à côté de l'altimètre. Nous avons encore à faire, dis-je. Peux-tu marcher? Oui. Bien. Suis-moi. La gendarmerie de secteur, à minuit, possède cette atmosphère spécifique des bâtiments qui ne dorment jamais tout à fait. Des néons réglés à 70%, un gradé de service devant un café froid, le son lointain d'un téléphone qui sonne dans un bureau vide. Je franchis la porte avec ma veste anthracite, mes cheveux poivre et sel et le capteur d'altimètre calciné à la main. Je le pose sur le bureau avec le geste précis d'une femme faisant sa déclaration liminaire. Le capitaine Alain Valence met 45 secondes à me reconnaître, ce qui est compréhensible puisqu'il a vu mon nom pour la dernière fois sur un avis de décès transmis par l'aviation civile. J'observe la reconnaissance traverser son visage par étapes, confusion, incrédulité, puis parce que Valence est un bon gendarme et que les bons gendarmes sont, par essence, des empiristes, un ajustement pratique et rapide aux nouvelles données. Geneviève Beaumont, dit-il. En chair et en os, Alain. Plus ou moins. Il me regarde comme on regarde un spectre qui sortirait de sa tombe chaussée de souliers de marche. Nous avons travaillé ensemble en 2014 sur un réseau de fraude qui siphonnait les contrats forestiers de l'État. Il est méthodique, patient, et il croit en la chaîne de preuves autant que moi, absolument, au-dessus de toute autre considération. Je m'assois face à lui. Je ne lui vends pas un miracle. Je lui apporte un rapport d'expertise. Je l'expose dans l'ordre où il importera le plus devant un juge, l'altimètre saboté, le virement bancaire du mécanicien, la provenance des sociétés écrans, l'aveu odieux d'Élodie. Je détaille la chaîne de possession de chaque pièce avec la même précision clinique que j'utilisais lors des briefings ministériels. Je ne signale pas un crash, lui dis-je. Le crash est déjà répertorié. Je signale une tentative d'assassinat avec une piste documentaire établie et un témoin vivant. J'ai besoin d'un rapport scellé vérifiant mon identité et la mécanique du sabotage, signé et prêt à être soumis à la chambre civile lundi matin. Valence fixe l'altimètre pendant un long moment. Puis il lève les yeux vers moi. L'audience pour la succession est lundi. C'est pour cela que nous réglons ça ce soir. Il prend le capteur, le fait tourner entre ses mains, examine les vis de montage avec l'attention de celui à qui l'on a appris quoi chercher. Micro-rayure, précisez-je. Intervention manuelle. Le numéro de série sur le fil de dérivation est traçable jusqu'à une commande de fourniture passée par le prestataire strasbourgeois. J'ai le relevé de paiement. Il le repose. Il ouvre son ordinateur. Les rouages de l'État commencent à tourner. La salle d'audience du tribunal est une cathédrale d'acajou et de néon, cette esthétique institutionnelle qui signifie que ce lieu a un poids, des conséquences, et qu'il exige une tenue irréprochable. L'air est imprégné d'une odeur de cire, de vieux papier et du fantôme persistant de chaque plaidoirie prononcée entre ces murs depuis des décennies. Je suis dans la salle des témoins quand Élodie arrive. Je l'observe à travers le petit carreau de la porte. Je m'accorde cela, une minute d'observation, clinique et totale. Elle porte un noir de créateur, le costume de la « fille en deuil », exécuté avec sa précision habituelle. De la laine Max Mara, un rang de perles ayant appartenu à ma mère, ses boucles châtain figées dans un arrangement de tristesse contenue. Elle sent, même à travers la vitre, les lys onéreux, les mêmes qu'elle garde dans le vase lalique de cette maison qu'elle a déjà décidé sienne.
Elle se dirige vers la table des demandeurs avec la confiance langoureuse de celle qui a écrit la fin et vient assister à la représentation. Marc Vasseur est au 3e rang, à côté de l'allée, dans son imperméable de grande surface, les yeux rivés sur l'horloge. Élodie ne le remarque pas. Elle n'a jamais remarqué Marc, car il est un homme dont l'échec visible le rend invisible aux yeux de gens comme elle. De ceux qui classent les êtres humains par leur statut apparent et cessent de regarder une fois la catégorie assignée. C'est son erreur fatale, parmi tant d'autres. Elle s'assoit. Lisse sa jupe des 2 paumes. Ouvre un porte-documents en cuir avec l'assurance désinvolte d'une reine assistant à son propre sacre. Elle ne réalise pas que le grand livre est déjà en cours d'audit. Son témoignage est un chef-d'œuvre de douleur jouée. Je lui accorde cela. Élodie se penche vers le micro avec un tremblement délicat dans la voix qui émouverait n'importe quel public non averti et qui, je le remarque, arrache une brève expression de compassion à la greffière, vite réprimée par la neutralité professionnelle. Chaque ligne est calibrée. Ma mère déclinait. Son jugement n'était plus ce qu'il était. J'étais inquiète pour elle. La renonciation de Camille était sa propre décision, un geste d'amour d'une petite fille voulant protéger sa famille. Chaque mot est une nouvelle entrée dans le registre du parjure. J'observe depuis la salle des témoins, la mâchoire serrée. Je note la légère inflexion montante à la fin de ses phrases, ce tic qui surgit lorsqu'elle joue, ce signal que je catalogue depuis 6 mois. Le juge écoute avec l'expression neutre de celui qui réserve son jugement. L'avocat d'Élodie hoche la tête par intervalles, avec l'encouragement pratiqué de celui qui est payé pour croire sa cliente. Elle me décrit comme une femme confuse durant ces derniers mois. Oboyeuse. Sujette à des décisions erratiques. Elle présente l'affrètement de l'avion comme une exigence de ma part, malgré ses objections. Elle a toujours été si indépendante, il était difficile de la protéger. Elle brosse le portrait d'une fille dévouée gérant une mère sur le déclin, et elle le fait avec l'éloquence de celle qui a répété son texte jusqu'à ce qu'il ne semble plus appris. Chaque mensonge alambiqué est un clou de plus dans son propre cercueil. Je l'observe signer son arrêt de mort et j'attends. La voix de l'huissier résonne dans la salle d'attente des témoins, monocorde et officielle. Le tribunal appelle le témoin à décharge. Les doubles portes au fond de la salle d'audience s'ouvrent à la volée. J'ai été enquêtrice d'État pendant 40 ans. Je suis entrée dans des salles où des coupables étaient assis à des tables entourées d'avocats hors de prix, et j'ai présenté les preuves de leur crime avec le calme de celle qui n'a jamais douté de la solidité de son dossier. Je n'ai jamais trouvé ces marches difficiles, parce que le travail était fait, le dossier était clair et ma tâche consistait simplement à inscrire la conclusion au registre. Cette marche-ci est différente. Je remonte l'allée centrale de la chambre civile, et la pièce plonge dans un silence de plomb, ce genre de silence qui s'installe quand il arrive une chose pour laquelle les gens n'ont pas encore de mots. Les talons de mes chaussures, cuir sombre, petits talons carrés, le genre de modèle que je porte lors des procédures officielles depuis 2 décennies, claquent contre le sol dur avec la régularité d'une horloge. Un pas. Un autre. Le son emplit l'espace voûté. Je fixe le visage d'Élodie à travers la salle. Il ne pâlit pas. Il s'effondre. L'architecture de sa performance, le chagrin délicat, la grâce maternelle tragique, l'assurance coûteuse, tout s'écroule d'un coup, comme un bâtiment dont le mur porteur lâche. Pas progressivement, mais totalement, tout s'abat en même temps. Ses yeux noisettes s'écarquillent, se fixent, puis se vident, habités par quelque chose qui précède la peur et qui est bien pire. L'actif que l'on croyait mort est revenu au bilan. Je monte à la barre. J'ajuste le micro. Je pose le capteur d'altimètre calciné sur le rebord à côté de moi avec le soin délibéré d'une femme déposant la pièce à conviction la plus importante de sa carrière. Puis je regarde ma fille à travers la salle, à travers l'acajou et les néons, à travers les 42 ans qui nous séparent et je laisse le silence planer pendant exactement un battement de cœur. Les chiffres ne mentent jamais, Élodie, dis-je d'une voix rauque et clinique qui porte dans chaque recoin de la salle. Mais toi, si. Je produis le rapport de la gendarmerie. Signé, scellé et certifié à 3h14 du matin, portant les références du capitaine Alain Valence et le numéro de dossier attribué aux premières heures de la journée. Je le tends à l'huissier, qui le remet au juge. Ce dernier l'ouvre avec l'expression d'un homme qui préside des audiences de succession depuis 22 ans et n'a jamais reçu un tel document. Je détaille la mécanique du sabotage. Pas en tant que mère. Pas comme une femme qui regarde celle qui a tenté de l'assassiner en ressentant le chagrin nauséeux de cette réalité.
Je parle en tant que ce que je suis, inspectrice générale des finances, experte en audit judiciaire, 40 ans de témoignages officiels à mon actif. Je présente les preuves avec la précision et l'autorité du meilleur travail de ma vie. Les numéros de série sur le capteur recoupés avec les registres de maintenance du prestataire de Strasbourg. Les micro-rayures autour des vis, cohérentes avec une intervention manuelle utilisant un outil non standard, incompatible avec un mode de défaillance naturel. Le circuit de sécurité contourné, une modification indétectable lors d'une inspection standard, conçue pour se déclencher en altitude sous des conditions de pression spécifiques. J'explique le virement de 15 000 €. Je trace la provenance des sociétés écrans, 5 entités, 2 comptes offshore, tous traçables jusqu'à la signature d'Élodie, de la structure au Caïman à la SCI française, jusqu'au paiement atterrissant sur le compte alsacien 3 jours avant mon vol. Je verse le fichier audio au dossier. Le système de sonorisation du tribunal emplit la salle d'acajou de la voix de ma fille. J'ai accéléré son départ pour que tu ne te retrouves pas à la rue, petite ingrate. Le juge se penche en avant. Son expression change, le scepticisme d'un homme qui s'attendait à une affaire de succession routinière se transforme en une focalisation sombre et intense. Il comprend que la salle où il siège vient de changer de nature. Elle, accident, est reclassée. Aux yeux de la loi, dans le registre de cette cour, c'est désormais une scène de crime. Camille est appelée à la barre. Elle s'avance avec la fermeté de celle qui a décidé, quelque part à l'arrière d'un fourgon sur une route forestière, ou sous la pluie quand j'ai pressé un stylo dans sa main, qu'elle n'aurait plus jamais peur de l'opinion de sa mère. Elle a 22 ans, elle les paraît, mais elle semble aussi avoir traversé une épreuve qui l'a vieillie de cette façon spécifique et clarifiante qu'ont les épreuves de vous marquer. Elle se tient droite. Cette ligne des Beaumont, anguleuse et proéminente, est imperturbable. Elle présente la renonciation. J'ai signé ceci, dit-elle. Sa voix est stable. Elle possède cette qualité de stabilité qui n'est pas l'absence d'émotion, mais la décision de fonctionner au-dessus d'elle. Mais regardez la signature. Je regarde l'expert en graphologie se pencher, et je regarde le juge faire de même à ses côtés. Je vois l'instant où ils remarquent tous les deux. Le S, inversé sur Beaumont, courbé dans la mauvaise direction avec la maladresse délibérée d'un acte intentionnel. La date transposée, le mois et le jour inversés, créant une date qui existe mais qui n'est pas celle de la signature. Le signal de détresse codé d'une jeune fille à qui l'on a appris, à la table d'une cuisine, qu'une signature sous la contrainte doit toujours laisser une trace. Le document, déclare l'expert, présente des caractéristiques cohérentes avec une erreur délibérée destinée à indiquer un consentement vicié. Le juge examine la pièce un long moment, ses lunettes de lecture posées sur le bout de son nez. Le document de renonciation, annonce-t-il, est déclaré nul et non avenu. Le dernier pont légal d'Élodie ne s'écroule pas. Il s'évapore. De la même manière qu'une entrée frauduleuse disparaît d'un grand livre quand l'auditeur tire un trait dessus. Proprement, complètement, sans résidu. Marc Vasseur se lève au fond de la salle. Il s'avance vers le devant du tribunal avec la dignité mesurée d'un homme conscient que cet instant est, entre autres choses, la restauration partielle de ce qu'il a perdu en 2019. Il dépose le grand livre noir sur la table du conseil. Le parapheur atterrit avec le poids satisfaisant de 40 pages de documents originaux, et le son qu'il produit dans la salle d'acajou résonne partout. Il présente la piste de l'argent, la piste que j'ai déconstruite dans cette chambre de motel au cours de 3 nuits de café noir et d'attention méthodique, sous le format structuré d'une présentation de comptabilité judiciaire. La chaîne des SCI. Le compte au Caïman. La holding. Le virement de 15 000 € au mécanicien. La date du paiement, 3 jours avant mon crash. Il fait consigner la dette de 2,5 millions d'euros au procès-verbal. Les créanciers strasbourgeois. Le taux d'intérêt prédateur. La clause de garantie enfouie au paragraphe 14, B, du contrat qu'Élodie a signé dans un moment de panique pure. Le domaine des Beaumont donné en gage. La maison que mon mari et moi avons bâtie en 30 ans. Offerte pour satisfaire une dette qu'elle avait créée et cachée à tous. Le mobile. C'est la pièce qui permet à un juge de comprendre non seulement le quoi, mais le pourquoi. Et le pourquoi est ce qui reste. L'héritage de 20 millions d'euros n'était pas de l'avidité abstraite. C'était la solution calculée à un problème spécifique. 2,5 millions de dettes, s'accumulant à un taux usuraire, garanti par le seul actif capable de les éponger.
La vie de luxe d'Élodie est mise à nu sous la lumière crue du tribunal. Les tailleurs Max Mara, la montre Cartier, les brushings professionnels, le bulldog français de race, le cristal de la lique et l'abonnement au club de sport. Tout est révélé pour ce que c'est. Une couche de vernis sur une coque vide, une structure faite de prêts prédateurs, de temps empruntés, et finalement, de prix du sang. La salle est silencieuse. La voix du juge, quand il s'exprime, porte le poids spécifique d'un homme qui a l'autorité de la loi derrière lui et l'évidence devant lui. En vertu des dispositions du Code civil sur l'indignité successorale, entonne-t-il, et les mots tombent dans la salle comme le bruit d'une porte de coffre-fort qui se verrouille. L'héritier qui a tenté de donner la mort au défunt est exclu de la succession. Il ne se contente pas de geler les avoirs. Il retranche Élodie de la lignée. Les 20 millions d'euros, le domaine, les placements, les comptes, tout ce que mon mari et moi avons construit à force de travail et de discipline, sont transférés dans une fiducie irrévocable au bénéfice de Camille Beaumont. Marc Vasseur est nommé administrateur. Geneviève Beaumont, architecte. Élodie est légalement effacée de l'arbre généalogique des Beaumont. Ce qui lui reste, dans la lumière blafarde de cette salle où elle est entrée 40 minutes plus tôt comme une reine, ce sont 2,5 millions de dettes, une clause de garantie qui dévorera son train de vie d'ici 60 jours, et une mise en examen criminelle qui dévorera le reste. Il ne lui reste plus rien, sinon ses dettes et ses péchés. Le bilan est équilibré. Je me tiens à 1 mètre d'Élodie quand les forces de l'ordre s'avancent. J'ai pensé à ce moment, pas de manière obsessionnelle, pas avec ce genre de délectation anticipée qui m'inquiéterait chez un suspect, mais avec la même attention professionnelle que j'ai accordée à chaque clôture de dossier en 40 ans. Je m'étais demandé ce que je ressentirais au clic des menottes. Ce que je ressens n'est pas du triomphe. Ce n'est ni la satisfaction brûlante de la vengeance, ni le plaisir froid de voir une ennemie chuter. Ce sont là des sentiments pour ceux qui ont besoin que l'affaire soit personnelle, un luxe que je ne peux pas me permettre. Ce que je ressens, c'est le poids propre et clarifiant de l'achèvement. La sensation d'une colonne qui était déséquilibrée depuis 6 mois, depuis 42 ans, pour être honnête, depuis toute cette vie d'Élodie où j'ai échoué à lire la fraude de son caractère comme je l'aurais lu chez un étranger, et qui se rectifie enfin, définitivement. Les menottes se referment avec un bruit sec, comme une agrafeuse scellant un dossier définitif. Les gendarmes l'entraînent vers la porte latérale. Elle est assez proche pour que je sente son odeur, son parfum coûteux et dessous, la sueur froide d'une femme qui a épuisé toutes ses cartes. Je me penche juste assez pour parler sans être enregistré par quiconque, hormis la greffière qui se trouve à 3 mètres. Ta vie a atteint un solde nul, Élodie, dis-je doucement. Ce raclement clinique d'une femme qui a fait ses calculs pendant des mois et qui inscrit maintenant le chiffre final. L'audit est clos. Elle ouvre la bouche. Quelle ait eu l'intention de produire, un cri, une accusation, une dernière tentative de scène mélodramatique comme elle en avait l'habitude, rien ne vient. Ce qui sort, c'est un son entre le soupir et le râle sec. Le bruit d'une machine totalement à court de carburant. Elle n'est plus une promoteuse. Elle n'est plus une fille, ni une héritière, ni une femme avec un manoir de verre, des marques de luxe et une vie sur mesure. Elle est sous la main de la justice. La porte se referme sur elle. Le soir tombe lentement sur le domaine des Beaumont. Le ciel vosgien passe du gris à l'ambre avant d'atteindre ce bleu profond, particulier aux nuits de montagne. Les volets de sécurité ont été retirés, je m'en suis chargé cet après-midi, debout dans le hall, regardant les panneaux d'acier remonter avec la même certitude motorisée avec laquelle ils étaient tombés. Les murs de verre de la maison s'ouvrent à nouveau sur la nature environnante. Le domaine ne ressemble plus à une cage. Je ne sais pas exactement quand le sentiment change, si c'est au moment où les volets se lèvent, ou quand je parcours les pièces pour n'y trouver que des pièces ordinaires, ou quand Camille et moi nous asseyons ensemble sur le perron dans l'air qui fraîchit. Mais c'est différent. Cette architecture froide et minimaliste qui, pendant des semaines, ressemblait à l'intérieur d'un piège, redevient ce qu'elle est, une maison au plafond haut, avec de bonnes fondations, remplie d'une histoire qui nous appartient. La forêt vosgienne respire doucement tout autour l'odeur de la résine, l'air pur et le son lointain d'un ruisseau. Cette vie indifférente et constante de la nature qui était là avant tout cela, et qui sera là bien après. J'ai les documents de procuration en main. Ceux qu'Élodie avait rédigés et exécutés pour tenir Camille en laisse, ceux qui lui donnaient plein pouvoir sur le domaine, sur les comptes, sur chaque décision touchant au nom des Beaumont. Je les porte sur moi depuis le tribunal,
où je les ai récupérés sur la table des pièces à conviction après la fin de la séance. Camille est assise à côté de moi, les deux mains serrées autour d'un bol de thé, fixant la lisière des arbres. Elle est restée très silencieuse depuis 1 heure, ce qui est compréhensible. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles faire silence. Je pose les documents sur la balustrade de pierre, entre nous deux. À ton tour, dis-je. Elle les regarde un instant. Elle pose son bol. Elle prend les papiers à 2 mains, avec la même gravité que lorsqu'elle avait sorti le grand livre noir du coffre, avec le sérieux de quelqu'un qui comprend la portée de son geste. Je lui tends une allumette tirée de la boîte dans ma poche. Elle la craque du 2e coup. La flamme prend petite, affamée, orange. C'est la même couleur que l'allumette que j'avais craquée dans la chambre de motel le premier soir, celle que je tenais au-dessus du lavabo pour brûler mon permis de conduire. Le même genre de feu, le même acte essentiel. Brûler ce qui ne vous appartient plus pour faire de la place à ce qui vient. Elle approche le coin de la procuration de la flamme et la regarde prendre. Le papier s'enroule et noircit avec cette lenteur délibérée des choses qui résistent, puis cèdent. La lueur ambrée danse sur son visage, cette mâchoire anguleuse, ces yeux gris d'acier dont elle a hérité et qui, ce soir, dans cette lumière, ressemblent aux miens. Elle regarde le papier se consumer. Quand il n'en reste plus que des cendres, elle pose les débris sur le rebord de pierre et laisse l'air du soir les emporter. Je regarde ma petite fille. La jeune femme qui a porté mon stylo plume durant la pire semaine de sa vie. Celle qui a signé ce piège avec un S inversé et une date transposée sans ciller. Celle qui s'est tenue à la barre, le regard fixe, pour dire « Regardez la signature », d'une voix qui n'a pas tremblé. Le bilan est équilibré. Je ne suis pas un fantôme. Je ne suis pas une victime. Je ne suis pas une mère qui a échoué à voir la noirceur de son propre enfant avant qu'elle ne mette en péril la sécurité d'un tiers. Toutes ces choses sont vraies, mais elles appartiennent au passé. Je suis l'architecte d'une souveraineté qui me survivra. Je suis la femme qui a remis le grand livre entre les bonnes mains. Je suis la grand-mère d'une femme qui sait comment laisser une trace quand elle est en difficulté, et comment lire celle des autres quand la vérité doit être trouvée. Les appels en PCV d'Élodie depuis la prison, et il y en aura, il y en a toujours. J'ai vu ce schéma assez souvent pour connaître la psychologie des détenus qui refusent d'accepter le bilan de leurs propres actes, sonneront dans cette maison et ne trouveront personne au bout du fil. Le numéro ne sera pas bloqué. Il restera simplement sans réponse. Ce qui est bien pire. Camille tend la main et prend la mienne. Ses doigts sont chauds, chauffés par le bol de thé. Elle ne dit rien, et c'est très bien ainsi. Certaines choses ne sont pas améliorées par les mots. Les chiffres sont arrêtés. Les colonnes concordent. L'audit que j'ai ouvert dans une forêt des Vosges, avec du sang sur l'avant-bras, des aiguilles de pin dans la paume et 40 ans de discipline pour seul outil, est terminé. Pour la première fois en 6 mois, pour la première fois depuis bien plus longtemps, peut-être le solde est juste. Si vous avez écouté jusqu'ici, merci d'être resté jusqu'au bout, la plupart des gens décrochent avant que l'addition ne tombe. Mais ici, l'addition finit toujours par tomber. Ce qui a commencé par l'humiliation et le manque de respect s'est terminé par des preuves, la vérité et un prix à payer qu'ils n'avaient pas vu venir. Si vous voulez d'autres histoires où le karma frappe sans aucune pitié, abonnez-vous pour ne rien manquer. Et maintenant, dites-moi dans les commentaires, quelle a été, selon vous, la chose la plus révoltante qu'ils aient faite? Qu'est-ce qui a dépassé les bornes pour vous?